centrale solaire flottante la plus puissante de France va être installée en Isère, au Sheila, dans le Grésivaudan. Prévue pour être mise en service à l'été 2027, elle pourra alimenter en électricité 28 000 personnes. Le musée Hébert à la Tronche abrite un jardin qui s'étend sur 1,5 hectare, s'inspirant de la Villa Médicis. Il donne à voir deux styles de jardin très en vogue au 19e siècle, le jardin régulier à l'italienne et le paysage à l'anglaise. Et puis le parrain des prochaines rencontres ciné-montagne de Grenoble, déjà au boulot. Avant une première rencontre avec des jeunes de quartier à la Bastille mercredi, le journaliste, réalisateur Nadir Dadoun est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 30 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. EDF Renouvelable a déjà choisi le bassin du Sheila pour installer sa centrale solaire flottante, un projet d'envergure vertueux pour la transition énergétique qui cohabitera donc avec la centrale hydroélectrique. Les travaux viennent tout juste d'être lancés. C'est un reportage d'Alexandre Martinez. 70 000 panneaux solaires sur l'eau, c'est le projet fou d'EDF Renouvelable qui inaugure au Sheila la plus grande centrale solaire flottante de France sur ouvrage hydroélectrique. Aujourd'hui, on matérialise à travers cette cérémonie de la pose du premier panneau le passage à la phase chantier qui va débuter par la consultation des entreprises. Donc je demande aussi à toutes les entreprises du secteur, que ce soit grenobloise, mais en tout cas de l'Isère, à participer à cette consultation. Et comme ça, ça nous permet, nous, s'ils sont compétitifs et innovants, de les sélectionner et de faire participer dans ce chantier. Un chantier qui démarrera en 2026 pour une mise en service en 2027. L'installation produira chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 28 000 habitants. Particularité du site, le bassin est déjà exploité depuis 1979 par la branche hydro d'EDF via une STEP, station de transfert d'énergie par pompage. L'objectif partagé est que justement la construction soit totalement transparente pour le fonctionnement de la STEP, c'est-à-dire qu'elle continuera pendant tous les travaux à fonctionner comme aujourd'hui et lorsque l'installation sera mise en service également. C'est un bassin dont le niveau peut varier de manière significative, 8 mètres en fonction du fonctionnement de la centrale. Lorsque nous turbinons, c'est l'équivalent du volume de la piscine de Pontcharra et de Crolles qui arrive toutes les 7 secondes. Donc tout ça, c'était des contraintes qu'EDF Renouvelable a dû prendre en compte pour son projet afin que les deux installations soient parfaitement compatibles. Le projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires en 2024, mais en amont, EDF a mené des concertations avec les élus locaux qui ont unanimement soutenu l'arrivée de cette centrale innovante. Ils ont eu une approche vertueuse, c'est-à-dire qu'ils ont optimisé une surface existante en termes industriels pour faire flotter sur cette même surface des panneaux photovoltaïques. Et donc c'est véritablement un projet vertueux qui est à l'image finalement de la dynamique qui est développée dans le Grésivaudan. Dès le début de la présentation du projet, ça nous a semblé très intéressant et en adéquation en fait avec notre volonté communale justement de favoriser la transition énergétique et la production d'énergie renouvelable. Et il n'y a pas que le Sheila qui est concerné. Un tiers du bassin appartient à la commune voisine de Sainte-Marie-d'Aloy, forte de 500 habitants. Le maire se languit déjà de voir le projet aboutir. Pour le moment, je m'apprête à être de nouveau candidat aux prochaines élections. Donc j'espère bien que nous pourrons participer à sans doute l'inauguration et la mise en service. Et les travaux lourds seront, eux, lancés début 2026. Du bassin à la mare, près de 13 mois après l'article du Canard enchaîné affirmant l'existence de 2017 à 2020 d'un système financier entre un ancien collaborateur du maire de Grenoble et son ancienne adjointe Elisa Martin. Aujourd'hui députée, le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau, a annoncé que l'affaire serait dépaysée au parquet de Valence. Il est question de 400 € passés par le compte d'Enzo Le Sourd sous condition qu'il les reverse à l'ex-première adjointe. Pour le moment, l'élu de la France Insoumise nie, tandis que pour Éric Piolle, les faits ne se seraient pas passés comme ça. C'était déjà le parquet de Valence qui s'était vu confier l'affaire de l'attribution du marché de l'organisation de la fête des Tuiles. Éric Piolle avait été relaxé en première instance, mais condamné pour favoritisme en appel à 8 000 € d'amende avec sursis, cette fois à Grenoble. Une femme de 45 ans retrouvée morte noyée dimanche soir dans sa piscine à Veurey-Voroise. Lorsque les secours sont arrivés dans la propriété route de Montaut, la victime se trouvait en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimée. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues.
Le bassin de la Villeneuve dans le parc Jean Verlac vidé dimanche suite à une suspicion de contamination par des cyanobactéries qui peuvent provoquer un risque pour la santé des humains et des animaux. Des prélèvements ont été effectués mais les résultats ne sont pas encore connus. Ils devraient être remis en eau dans les prochains jours. La ville de Grenoble rappelle que même en période de canicule, la baignade reste interdite dans ce lac. Un programme de rénovation contesté par une partie des habitants du quartier prévoit un accès à la baignade surveillé. Demain, à votre réveil, les trottinettes et vélos en libre service ne seront plus de la même couleur dans la nuit de lundi à mardi. Les véhicules électriques rouges et bleus de DOT vont être remplacés par les tout rouges de Voie, le nouvel opérateur suédois choisi par le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise pour une durée de 4 ans. 1300 vélos et autant de trottes vont être déployés dans 17 communes de la métro, dont certains seront même équipés cet hiver de porte-ski, une première. Un atelier emploiera 40 personnes à Pont-de-Clé. Vendredi dernier, le juge du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de l'entreprise DOT qui estimait que la procédure du SMAG n'était pas conforme. Le musée Hébert ne doit pas être l'arbre qui cache son jardin parce qu'il serait dommage d'aller à la tronche voir uniquement les expositions. Je vous propose à présent d'aller chercher un peu de fraîcheur parmi ces arbres, ces fleurs et ces allées ombragées. C'est un reportage de Mirko Pesci. On lui doit la décoration de l'abside du Panthéon. Ernest Hébert, peintre grenoblois né en 1817, a su tout au long de sa carrière retransmettre une réalité mélancolique dans ses portraits et ses scènes paysannes. Directeur de la Villa Médicis à Rome pendant 12 ans, il finit sa vie et meurt en 1908 dans sa maison à La Tronche. Après sa mort, son épouse Gabrielle Hébert façonnera le jardin et s'occupera de la propriété pour la transformer en musée en 1934. Gabrielle Hébert a passé beaucoup de temps à rendre ce lieu extraordinaire. Elle y a aussi fait déplacer la dépouille de son époux, de son mari. Et c'est grâce à elle qu'il y a un musée Hébert ici pour rendre hommage à son mari. Alors le jardin tel qu'on le voit aujourd'hui a quand même beaucoup évolué. À l'époque d'Ernest Hébert, il était plus champêtre. Ernest Hébert, il a vécu quasiment 30 années de sa vie en Italie. Et donc il y a ce goût des jardins italiens, ce rappel des jardins de la Villa Médicis, des jardins Boboli. Et on a le bruissement de l'eau, les taupières, les fleurs, un jardin très odorant avec des orangers. 2,5 hectares divisés en 4 espaces avec le jardin italien, le jardin anglais, le sous-bois et le jardin régulier. Thierry est jardinier au musée depuis 7 ans. Son défi, en faire un espace accueillant pour la faune qui l'habite. On arrive à avoir une certaine biodiversité, c'est-à-dire un nombre important d'oiseaux, on a des écureuils, on a beaucoup de libellules aussi autour des bassins. Et cette biodiversité, en fait, elle contribue à ce qu'on appelle la trame verte. C'est-à-dire des espaces qui, même en ville, permettent à des animaux de passage, par exemple, de se poser et de pouvoir reprendre leur souffle avant de repartir vers un autre endroit. Entre les arbustes et les fleurs du sous-bois, le musée a installé une ruche pédagogique pour observer les abeilles. Pédagogique, pourquoi ? C'est cette cheminée. On peut s'approcher. Les abeilles, elles sortent là-haut et en fait, on ne les embête pas et elles ne nous embêtent pas. Cette ruche, elle est vraiment intéressante parce que donc déjà, on peut voir le travail des abeilles. Et puis, dans ce parc, comme il y a une diversité au niveau des arbres et des arbustes et des fleurs, ça permet d'avoir une bonne récolte de miel. Le miel est récolté une fois par an au début du mois de juillet par des enfants des écoles primaires de La Tronche. Comme dans les scènes du quotidien qu'aimait peindre Ernest Hébert, le musée unit art et nature dans un jardin qui prolonge l'esprit de son œuvre. Et le jardin du musée accueille aussi jusqu'au 21 septembre les sculptures monumentales de Lilian Bourgeois. Et puis dans le cadre des escapades nature dans les 11 musées départementaux, le parc du domaine de Visil propose jusqu'à vendredi, tous les matins, une rencontre avec ses jardiniers pour découvrir l'art taupière. C'est la taille des ifs et c'est gratuit de 9h30 à 11h. Classique parmi les classiques, d'Almont au col de la Croix de Fer, en passant par le col du Glandon, c'est le programme de l'échappée iséroise mardi matin de 9h à 11h. À l'initiative du département de l'Isère, les échappées iséroises, ce sont 6 montées gratuites et sans inscription qui permettent à tous les cyclistes de profiter de routes fermées pour assouvir leur passion sans risque. L'étape du 1er juillet se fait en collaboration avec les Oisons Col Série. C'est aussi un bout du parcours que les coureurs du Tour de France emprunteront le 24 juillet dans l'épreuve entre Vif et Courchevel. L'Isérois Bernard Thévenet
Dauphiné, double vainqueur du Tour de France en 1975 et 77, chargé des relations publiques pour ASO et le Tour de France, sera l'invité du Sport Express juste après ce JT. Des sommets, des cols, on en verra de toutes les couleurs aux prochaines rencontres Ciné-Montagne de Grenoble qui se dérouleront du 4 au 8 novembre au Palais des Sports. Le parrain cette année, c'est Nadir Dendoun qui, de passage à Grenoble, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir à votre mission de parrain qui est bien chargée, on va le voir, on va peut-être, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, revenir sur ce qui vous a fait connaître un petit peu du grand public. C'est votre ascension de l'Everest en 2008, alors que vous venez de Seine-Saint-Denis. Vous avez pas mal bourlingué, notamment en Australie, mais vous n'avez jamais fait de montagne. Et vous n'y connaissez à peu près rien. Vous, sur un gros bobard comme ça, vous partez sur l'Everest. Vous vous êtes dit, si je veux, je peux ? Ouais, c'était plus un pari avec moi-même. C'était plus à l'époque, donc en 2008, il y a 17 ans, je voyais la montagne comme un truc très réservé à une certaine élite. Moi qui a grandi au pied des tours, moi, voilà, il n'y a pas de montagne à côté de chez moi. Donc c'était plus pour aller un peu en forme de défi et de challenge. Je voyais pas de gars qui me ressemblaient dans ce sport-là. Donc je me suis dit, voilà, j'allais tenter ma chance. Donc je me suis fait passer pour un pro de la montagne en falsifiant mon CV. Donc chose qu'il ne faut pas faire. Non, bien sûr. Bien sûr. Et puis ouais, donc alors la supercherie, elle n'a pas tenu très longtemps puisqu'ils ont très vite vu que j'étais un tocard, voilà, que j'avais menti. Et puis au fil des jours, jour par jour, j'ai fini en haut de l'Everest, donc le 25 mai 2008, après 7 semaines d'efforts. Voilà. Cette semaine d'efforts intenses. De cette aventure est né un livre, puis un film que vous avez coécrit, L'Ascension avec Ahmed Silla. Un peu plus de 1 136 000 entrées, on vous en parle encore souvent aujourd'hui. Exactement. Alors je crois que c'est même 1 200 000 entrées. Voilà, on a même perdu au passage. Comme ça, je monte un peu. À chaque rediff à la télé, en plus, ça marche aussi. Ouais. Et puis, alors là, il n'y a pas longtemps, là, c'était il y a 2 semaines au Festival de Chamonix. On l'a présenté en plein air, donc c'était vachement bien. Donc ça fait il est sorti en 2017, donc ça fait 8 ans quand même qu'il est sorti. Je continue à le montrer dans des collèges, dans des lycées, même dans des prisons parfois. Voilà, donc c'est quand même une aventure qui a commencé en 2008 et je suis là encore. Donc, et je crois que vous allez même le montrer mercredi à Grenoble avec les jeunes qui participent au projet sur lequel on va revenir. Aux rencontres, vous êtes un parrain qui va un peu dénoter par rapport à celles et ceux qui vous ont précédé. Je cite les alpinistes Simon Velfringer, Lise Billon ou Mathieu Navillot. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ? Alors, j'ai accepté parce que j'accepte tout ce qui va dans le bon sens. Voilà. Moi, ce que je veux que la pratique de la montagne se démocratise un peu plus. Donc voilà, qu'il y ait plus de femmes aussi, parce que donc on est dans le même groupe. Qu'il y ait plus de jeunes des villes. Alors je sais qu'il y a des gens qui habitent à Grenoble et qui habitent dans la ville et qui habitent à 5 minutes de la montagne et qui n'y vont pas. Parce que nous encore, on a un peu cette excuse de vivre très loin. Donc on vit dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Donc pour revenir ici, il faut prendre le train. C'est un peu plus compliqué. Mais ceux qui habitent au pied de la montagne, qui n'y vont pas. Donc il faut vraiment essayer de casser ça et de leur dire que la montagne, elle appartient à tout le monde et qu'elle n'est pas réservée à une simple élite et qu'on peut tous y aller, même faire des treks, faire des randonnées. Parce que ce que j'aime bien avec la montagne, moi, c'est que c'est des valeurs de fraternité, de partage et de solidarité. On est tous égaux. Voilà. Quand nous, on fait des cordées, voilà, donc on oublie qui on est. On oublie le genre, l'origine ethnique, la classe sociale, quoi. Et je trouve qu'on partage des vrais moments. Je trouve que c'est des moments qu'on partage plus trop ici. On est sans cesse sur nos téléphones, alors que quand on est là-bas, et puis quand c'est surtout des jeunes qui sont ultra connectés, c'est aussi un moyen de se déconnecter et d'être plus proche de la nature aussi. Ouais, alors... Donc, quand on m'a proposé si je voulais être le parrain, j'ai dit on est payé combien ? On m'a dit rien.
J'ai dit, c'est pas grave, je le fais quand même. Mais ça va vous enrichir, hein, bien sûr. Oui, voilà, c'est une blague. Hein. Alors, on va vous retrouver en novembre au Palais des Sports. Et votre rôle, vous le disiez, c'est aussi d'être passeur de montagne pour faire découvrir la montagne aux jeunes qui n'y sont donc jamais allés alors qu'ils la voient de leur fenêtre. Ça commence demain à la Bastille. À la Bastille, c'est vraiment le début du début. Et pourtant, il y en a qui... Certains jeunes ne connaissent même pas. Ouais. Alors ça, c'est marrant. Ça, ouais, c'est vrai que ça me rappelle aussi... donc, il n'y a pas longtemps, j'étais à Chamonix et pareil. Alors là, ils sont à 1000 mètres déjà et donc ils pourraient y aller, ils n'y vont pas. Parce que je pense qu'ils intègrent très très vite que c'est pas pour eux. Et puis c'est un milieu qui leur fait peur. Quand ils allument leur télé, ils voient que les alpinistes ou les montagnards... c'est des. Ouais, non, on parle que des grands exploits. C'est que des grands exploits. Ouais. On dit pas. Et puis donc en fait, ils s'excluent parce qu'ils pensent qu'ils sont exclus de fait. C'est la même chose quand les femmes elles ont commencé à courir le marathon en 1967, je crois que c'était. Pareil, la première femme qui court un marathon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a vraiment besoin à chaque fois presque de casser ce truc. Ouais, comme les cultures scientifiques, pour les femmes, etc. Et si je peux me permettre, alors je ne viens pas que pour la montagne, parce que je travaille aussi en tant que journaliste, j'ai aussi écrit quelques bouquins. Donc je sais qu'on a aussi des rencontres à la bibliothèque, dont j'ai oublié le nom, pardon. Mais il y a aussi une bibliothèque, il y a une rencontre dans une bibliothèque. Il y aura plein de trucs, il y a plein de bibliothèques à Grenoble. Et je reviens en septembre aussi. Donc voilà. Voilà, il y a un programme. Il y a un programme bien chargé. Il y a juillet, septembre, avec des rencontres à la bibliothèque municipale internationale, s'il vous plaît. Voilà. Et encore de la rando. De moi, en fait, voilà. À fond. Ils ont bien raison. Est-ce que l'ascension, d'Inoxtag à l'Everest, c'est le même parcours, le même message que vous? Alors, Inoxtag, donc. Inès m'avait envoyé un message sur les réseaux sociaux un an avant de partir faire l'Everest. Donc je crois qu'on est en mars 2023. Donc il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit « Hello beau gosse ». Bon, donc il me dit ça, ça quand même me flatte. Donc je lui réponds. Et donc là après on a un peu parlé. Je suis parti le voir 2 ou 3 fois dans son truc. Alors moi ce que j'aimais avec sa démarche à lui, c'est qu'il démocratise encore plus, bien sûr. Je trouve que par rapport à moi, lui, il démocratise au milliard de carrés, quoi. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a pris ça au sérieux aussi. Il s'est préparé pendant 1 an. Et puis, pour le connaître maintenant de manière intime, je sais que maintenant, il continue à faire de la montagne aussi, quoi. Donc, lui qui n'était pas du tout sportif, donc c'est bien. Et puis, si ça permet à d'autres gamins aussi d'y aller et d'être plus trop sur leur téléphone, on y gagne tous, même si j'ai lu qu'il y avait quelques alpinistes qui faisaient la tronche. Alors, figurez-vous que c'est les mêmes qui m'ont dénigré quand en fait, je l'ai fait. Donc, là, en fait, il y aura toujours des grincheux. Oui, non, mais là, en fait, ils sont pas beaucoup. C'est les, comment on les appelle, c'est les radicaux, là, comme on dit, vraiment les puristes, quoi. C'est là, ceux qui pensent que la montagne, c'est que pour eux et qu'il faut que ça reste pour eux. Et nous, on est là pour leur dire, c'est pour tout le monde à égalité. Et c'est pour ça qu'on kiffe la montagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous aussi, on kiffe la montagne. Merci, Nadia. Merci. À très vite. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net avec aussi notre page actualité, notre fil info pour tout savoir en temps réel. On se quitte en musique avec Blue Deal à l'affiche du festival Crazy Blues. Ce sera mardi soir à 22h au Sheila. Excellente soirée à tous. Saying hello to the Greenland shark, yeah.